C'est un festival interdit à Paris qui, bizarrement, a débuté en Belgique. Dans les années 67-68, et donc 69, on débute en 69, il y a un théâtre à Bruxelles qui est un haut lieu culturel qui est subventionné par personne, ce qui fait qu'il est totalement libre et indépendant. C'est le théâtre 140 qui est dirigé par Joe Dekmin. Et Joe Dekmin, qui est encore complètement déjanté, a l'idée de monter un festival à Deurne, à l'Arena Hall de Deurne, donc à Anvers, un festival qui regroupe 7-8 formations qui ne sont pas trop connues à l'époque. Il y a par exemple Nice, il y a Yes, il y a Colosseum, il y a Fleetwood Mac, il y a Chicken Shack, il y en a encore un ou deux autres. Et puis il y a aussi un Belge qui s'appelle Roland van Kampenhout. Et ce festival a un franc succès. C'est peut-être la première fois qu'on met autant de groupes anglais, facture rock, sur une scène qui défile comme ça pendant plusieurs heures. Moi, je viens de France. Je travaille pour Rock et Folk. J'ai travaillé pour d'autres magazines de rock. Enfin, je viens de France, mais je suis enfant de la frontière. J'ai grandi à Moucron avec Jean Vandelot, donc j'ai vu en 63 Gene Vincent quand j'avais 14 ans. J'ai accompagné les Small Faces, les Animals, Jimi Hendrix. Donc j'ai déjà un peu la génération avant, bien qu'étant très jeune. Et Joe Dekmin, après avoir fait ce succès au festival de Deurne, il dit « Jean-Noël, pourquoi tu n'irais pas à Paris voir Pierre Barou pour lui proposer de faire le même festival en France. On aurait comme ça le pendant en France. » Donc je vais en France, je vais à Paris, avenue de Friedland, dans les bureaux de Sarava. Pierre Barou à l'époque est très, très important. Et il partage ses bureaux avec un illuminé qui s'appelle Jean Gorga Caracos, qui est un passionné de jazz et qui est un type qui a des magasins de disques, de soldes, de choses comme ça. Et pour des raisons X ou Y, ils partagent les mêmes bureaux avenue de Friedland. Et moi je vois Barou, je lui dis voilà ce que Joe voudrait faire. Et Barou, son côté brésilien, ouais, mais c'est pas trop pour moi. Mais Caracos, lui, Gorga Caracos, ça devrait être un peu son truc. Et Gorga Caracos m'entraîne. On va prendre un petit déjeuner avenue de Friedland sur la terrasse. C'était au mois de juin. Et il me dit écoute, voilà, Banco, on fait un festival à Paris, mais à ma façon. Je veux le rock. Je veux qu'on y mêle le free jazz et qu'on y mette de la musique contemporaine. On fait un melting pot et on fait le festival. À Paris, tu te charges de trouver les groupes de rock et tu te charges de trouver un endroit dans Paris. En France, on est en 69 et on est encore un peu frileux de ce qui s'est passé en 68. Et on associe la musique rock, on associe la musique pop à tous ces garnements qui ont fait la révolution, entre guillemets. Et un jour, je reçois un coup de fil de Caracos, début octobre, qui me dit il faut qu'on se voit, on est à tourner. Je dis à tourner, pourquoi à tourner? Il dit parce que je t'explique, le festival, bon, on le fait, on va le faire à tourner. Bon, donc je vais rejoindre l'équipe à tourner. Il y a un conseil, pas un conseil municipal, mais à la commune, le bourgmestre n'est pas là. Mais les conseillers communaux disent ah oui, formidable, un festival. On trouve un lieu. Le lieu, c'est la plaine des Manœuvres. Fantastique, ça va se faire là. Le lendemain, dans la presse, 100 000 hippies à Tournai. Donc Tournai, qui a été une ville protestante dans son temps, qui est restée un peu coincée quand même, malgré qu'il y ait 5 clochers, se dit des hippies, à la drogue, ils vont violer nos filles, ils vont voler nos voitures, ils vont casser nos vitrines. Donc il y a un tollé général qui se crée. Et quand le bourgmestre revient de son voyage ou de sa niette, pas de festival, il y a à Tournai un journaliste qui s'appelle André Losfeld, surnommé Nounours, qui était un armatin à l'époque, qui a fini à Nord-Éclair, qui était aussi un grand amateur de bonne bouffe et de course cycliste, paix à son âme. Et Losfeld dit à Caracos, mais moi je connais à Mougy, je connais le bourgmestre, on pourrait... et je ne sais plus trop comment ça se passe, mais on se retrouve entre Pec et Tournai, il y a une grande ferme chez un monsieur qui s'appelle Delacherie, et qui loue des chapiteaux
pour des festivals de bière, enfin la fête de la bière, des choses comme ça. Et on se retrouve à prendre le café avec Caracoche et Delâchery, qui dit, moi je vous mets à votre disposition, vous avez les tentes, vous avez tout ce que vous voulez. Pendant ce temps-là, il y a un agriculteur d'Amougy qui dit, pour moi, j'ai une prairie, vous pouvez la prendre, je vous la prête, vous pouvez l'utiliser. Et il y a un bourgmestre qui est jeune, dynamique, qui s'appelle M. Calbeau, qui dit OK, qui soutient. Alors il y a un commissaire de province qui n'est pas de la même couleur politique que le bourgmestre, mais il dit OK, et il soutient l'opération. Et en moins d'une semaine, l'équipe technique chez Rix, ceux qui après vont faire les lumières, les machins de tous les grands spectacles qui existent encore aujourd'hui, débarque à Amougy, dans cette plaine où il n'y a rien, et commence à installer les chapiteaux, commence à installer la sono, commence à installer les lumières, et on commence à bloquer tous les hôtels. Moi, je fais tous les journaux, je vais à Bruxelles pour expliquer aux gens du soir qui ne comprennent rien. Aujourd'hui, ça va, ils sont tous les premiers pour aller parler de la musique rock, mais à l'époque, il n'était pas question. N'empêche que Zappa était là, Captain Beefheart était là, Pink Floyd était là, Soft Machine était là, 10 Years After était là, Nice était là, Yes était là, Colosseum était là. Tous les gens qui ont été annoncés sont venus. Et pendant ce temps-là, jusqu'à 3h du matin, le festival se déroulait. Les bœufs se faisaient. Zappa qui jouait 10 Years After, Zappa qui jouait avec Pink Floyd. Enfin, des choses extraordinaires. Concernant un petit peu tous ces festivals de l'époque, le plus grand, indéniablement, ça a été Woodstock, qui a eu lieu en août 69, la même année, c'était 2 mois avant. J'aime autant vous dire que par ici, on avait parlé un peu de Woodstock aux journaux télévisés, etc., mais qu'on en a eu surtout la vision et le retour quand il y a eu le film sur Woodstock qui est sorti au moins 1 an, si pas 2 ans après. Là, ça vraiment, on a pris une claque avec Woodstock parce que tout était filmé, c'était dans des très bonnes conditions et ce film qui durait au moins 2 heures, là, je crois, a eu un impact vraiment, point de vue musique, je parle ici, sur tous les publics européens. Amougy, maintenant, donc est arrivé 2 mois après. La musique, je crois que ça est resté pour pas mal de gens. Enfin, moi j'avais des amis qui connaissaient moins la musique. La curiosité musicale, elle est peut-être née quand même après Amougy de voir qu'il y avait d'autres musiques que celles qu'on pouvait entendre, des 45 tours qu'on passait à la radio, et il y avait encore l'époque des yéyés en France, etc. Là, oui, il y a eu du changement. Et c'est l'époque où, point de vue musical, tout s'est bouleversé aussi, parce qu'avant, les gens étaient traditionnels dans leur musique. Il y avait la musique folk, la musique country, le blues, le jazz, la musique classique. Et suite à ça, le rock s'est mêlé à toutes ces musiques
Et on a eu le folk rock, enfin Dylan et bien d'autres après, le country rock, plus tard les Eagles, le blues rock, ça c'est, on en a déjà vu comme Ten Years After à Mougy, le jazz rock, et là il a été présent aussi. Et puis la rencontre avec le monde de la musique classique. Et là il y avait un groupe à Mougy, Nice, avec Keith Emerson qui était vraiment un prodige du piano et qui adaptait déjà des musiques de Mozart et de Bach surtout au rock, quoi. Et ça, c'était nouveau. Et tout ça a évolué encore très fort dans les années 70. Ceci pour vous dire qu'il n'y avait pas des noms extraordinaires que les gens connaissaient à l'affiche du festival. Même si certains d'entre eux ont quand même percé fameusement. Donc Pink Floyd, Yes. Il y avait les Pretty Things, qui était un groupe qui avait débuté en même temps que les Rolling Stones, donc dans le blues, rhythm and blues, vers 1963. C'était déjà des vétérans 6 ans après. Et ils avaient traversé eux aussi l'ère psychédélique avec des sons assez torturés, des guitares. J'aimais beaucoup les Pretty Things. Il y avait Soft Machine, qui est un groupe qui existe encore d'une certaine manière aujourd'hui et qui a évolué, peut-être suite à Mougy, j'en sais rien, vers un jazz beaucoup plus free. Donc à Mougy, oui, des choses tout à fait dont peut-être vous trouverez peu de témoins qui se rappellent des artistes, hein. Ça, je crois que ce sera plus difficile, parce que maintenant, peut-être que certains vont vous dire, ah oui, il y avait Pink Floyd, parce que Pink Floyd est le nom qui ressort le plus. Après, et comme vous le dites, probablement que Pink Floyd ne trouve pas que son passage à Mougy était extraordinaire pour sa publicité, hein, voilà. Quand le bourgmestre, M. Colbout, il avait annoncé ça au village, et on avait dit, ben, il devient fou, quoi, ici. Comme si, comme Mougy, on va faire une fête comme ça. Mais vu que ça avait été refusé, je crois, à Tournai, Paris. Et à Paris, Courtrai, et lui a pris le risque d'essayer de faire ce festival. Il a été trouvé un fermier, il a demandé pour louer la prairie, bien donné, je ne sais pas ce temps-là. Et le fermier a dit tout de suite, ouais, on va le faire, on va le faire. Et un jour après, ils ont commencé à monter le chapiteau, et 4-5 jours après, tout était monté. Avec le bourgmestre, l'ancien bourgmestre, Calvot, qui était un acharné, vraiment un acharné, il est arrivé à ses fins. Et ça a été... Tout le monde avait peur, hein, au départ. Mais après, ben, vous savez, ça s'est apaisé avec fur et à mesure que les enfants étaient là, enfin les jeunes. Et bon, les gens quand même, comme je disais, ils étaient un peu apeurés, ils avaient peur qu'on fasse des dégâts à leur maison, hein, mais il n'a rien venu de tout ça. Ça a été dans une atmosphère bien gentille, hein, et avec quand même un respect des gens et des choses. Ici, les gens du village ne connaissaient pas la musique pop, déjà, pour commencer. Les hippies, encore moins. Alors, c'était un événement qu'on n'avait jamais connu, hein. Je crois personne ici à Mougy, mais dans les villages environnants, qui connaissait la pop musique. Non. C'était tout à fait spécial. Eux spéciaux et la musique spéciale. Naturellement, on a été surpris par ces gens-là parce qu'on ne connaissait personne. Alors leur genre, c'était pas des fermiers, c'était des gens très bien aussi, mais habillés drôlement, comme des longues barbes, des longs cheveux. C'était leur mode comme ça. Ils venaient souvent de Paris aussi, de loin. Alors pour eux, c'était des jeunes, et souvent des gens très bien. Et pour nous, c'était des gens, bon, comment? C'était un X, ça, pour nous. Alors, il y avait, pour vous dire, il y avait Mouna. Mouna qui était un genre de prophète, hein, qui est arrivé à vélo de Paris. Alors, pour attirer les gens autour de lui, il avait un vieux réveil qu'il remontait à fond et il jetait le réveil par terre et l'alarme sonnait. Alors les gens couraient tout autour pour écouter un petit peu sa parole. Et sa parole, c'était prêcher la paix et la vie, la liberté dans la vie. Enfin, voilà. Mais il y avait le chef, là, qu'on appelait le chef, c'était Mouna. Et lui, c'était le responsable des hippies. C'était le dieu, si vous voulez. C'était un Parisien. Il avait une grande barbe. Et c'est lui qui dirigeait les jeunes. Il faisait partie comme le bon Dieu, si vous voulez. Et tout le monde l'écoutait. Et il parlait un peu partout.
dans le village. Alors il disait, faites l'amour, pas la guerre. C'était Mouna. Alors c'était la période de la lambada aussi. Alors les gens dansaient dans les cafés aussi. On dansait la lambada aussi. Aussi bien en musique qu'au centre du monde non plus. Les gens venaient des Flandres, la Wallonie. Il y avait des gens qui arrivaient en bus, il y avait des bus. Il n'y avait pas autant de voitures qu'à ce moment-ci, c'est compréhensible. Ton papa, il sait bien comment c'était la vie. Il n'y avait pas tant de voitures que maintenant, mais on s'était débordé de voitures sur les champs et autour, sur la route même. Ouais. D'ailleurs, écoutez, hein, la police est ici arrivée en renfort de Charleroi, Mons, enfin de Tournai, et ainsi de suite. Mais au bout de quelques jours, ça s'est apaisé et vraiment, il n'y a plus beaucoup d'histoires. D'ailleurs, un commerce fou qu'il y a eu à Mougy, où est-ce que ma fille habite, là, la Gourmandine, il a été dévasté. C'était une librairie et aussi alimentation, pas boucherie. Et les cafés. Oh là là, les cafés, c'était... Les dépositaires ils venaient régulièrement avec la bière. Hein, c'était bien, vraiment... Oh, ouais. Alors il y avait des Flamands, il y avait des Français, il y avait des gens de partout, hein, des Anglais, il y avait de tout, hein, de tous les pays presque. C'était 4 jours comme ça, 4 jours de folie. Et dans les magasins, les boulangers, tout ça, ils travaillaient aussi presque jour et nuit, parce que tout le monde devait manger aussi. Et les magasins avec du chocolat, tout ça, tout partait, hein. Tout partait. N'importe quelle marchandise, ça partait. Oui, c'était comme ça. Et souvent dans le magasin, on mettait quelqu'un à la porte pour contrôler, parce qu'il y avait aussi parfois un peu de pickpocket, si vous voulez. Hein. Au lieu d'acheter, par exemple, 5 barres de chocolat, ils en prenaient 6 ou bien 7. Mais au début, les gens ils se méfiaient, hein, comme tous les petits commerces, parce qu'il y avait beaucoup de petits commerces. Hein, il n'y avait pas des grandes surfaces comme ça. Fait fortune. Hein. Oui, ils ont liquidé le magasin. Le boulanger a travaillé jour et nuit. Hein. Ouais. Enfin. Oui, mais ils étaient méfiants. Hein. Ça, on va dire, les gens, ils n'ouvraient pas facilement leurs portes. Hein. Parce que nous, mon père était comme ça. Hein. Tout le monde pouvait venir, tout le monde... Il acceptait tout, lui. Le boulanger n'a jamais vendu autant de pain que dans sa vie. Hein. Ils ont dû cuire 24 heures sur 24. Hein. Les brasseurs, là, il y avait un brasseur à Mougy qui a livré tout ce qu'il y avait moyen à livrer. Ils ont même dû faire appel à des brasseries, brasseurs extérieurs pour venir apporter des boissons. Donc ça a été un commerce qui a été florissant pendant cette période-là. Mon frère était marchand de bière et tout s'est bien déroulé. Et le deuxième jour, au lieu de mettre la bière chez nous, faire un dépôt, c'est la brasserie qui allait directement livrer au chapiteau. Alors le soir, on allait avec des brouettes, ramasser la bouteille vide. On passait entre les épis, comme ça, et alors on ramassait toutes les bouteilles vides, bien sûr, et après les mettre dans les bacs aussi, bien sûr. Ouais. C'était comme ça à l'époque. Alors c'était des caisses en bois, ce temps-là. Hein. Les grandes caisses en bois, tandis que maintenant les caisses sont beaucoup plus petites. Et avant c'était le volume aussi. Et il faisait froid aussi. Alors les hippies faisaient du feu avec les bacs de bière aussi. Pour se réchauffer, oui. Ça on a vu souvent ça. Hein. Et alors les caisses, plus de caisses. Hein. Mais ça faisait partie du festival aussi.